Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 44e Hub de Keran. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 44e édition avec un thème qui nous a inspiré, qui a inspiré d'abord notre graphiste que je remercie, Christophe, qui vient de rejoindre Keran et qui nous a fait cette belle affiche qui, je pense, nous a tous intrigués. Et qui illustre un petit peu ce qu'est un hub chez Keran. C'est-à-dire que c'est d'abord un temps d'inspiration, un moment où on va essayer de se poser des questions. Et très concrètement, ce hub est né de questions et de discussions et même de débats qu'on a eus avec Amandine Tinguir, avec François-Xavier Moinet, avec Emmanuel Rochet qui sont à la manœuvre sur l'organisation de ce hub et des discussions qui concernaient tout cet univers invisible qui tourne autour de l'eau, qui tourne dans l'eau, qui gravite dans l'eau et sur lequel un ignorant comme moi avait plein de questions naïves, ingénues et pour lequel on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à partager ces questions et à les poser ensemble. Alors, on a la chance d'être dans une entreprise dans laquelle il y a énormément d'experts et de savoir. Donc, c'est pour ça que je laisserai le soin à Amandine de vous présenter plus précisément le thème de ce hub. Mais avant tout, c'est aussi des moments dans lesquels on va chercher de l'inspiration et du savoir chez nos partenaires, chez des gens qui ont une longueur d'avance ou qui ont d'autres façons d'aborder le sujet. Et donc, pour introduire ce hub, je voulais aussi vous présenter très rapidement les personnes qui ont accepté, qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre pour partager ce moment avec nous. Donc, Michael Derangeon, qui est avec nous ici dans les locaux de Keran, Arnaud Bringer du laboratoire Calise qui nous suit depuis La Rochelle, et puis Alice Vidal. Alors Alice Vidal qui est à la fois une nouvelle invitée et une future collègue de Créocéan. Alors chacun d'entre eux et d'entre elles pourront se présenter plus spécifiquement au moment d'intervenir. Sans être plus long, je voulais aussi remercier l'équipe d'organisation de ces hubs, Marine et Rose qui sont à nos côtés. Voilà. Et puis, je pense qu'on a hâte de savoir de quoi il s'agit. Alors, Amandine, quel est ce sujet ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amandine Tinguir, donc je me présente, je suis experte traitement potable chez SCE. Donc, bienvenue pour ce 44e Hub Keran, où on vous invite à partager le grand plongeon avec nous. Donc, on va aujourd'hui vous parler, on avait envie de vous parler des micropolluants qui sont présents dans l'eau, des molécules, ce qu'on en sait, et aussi la part un petit peu immergée de l'iceberg, ce qu'on maîtrise beaucoup moins. Quand on est en haut du plongeoir, on se pose la question on peut avoir peur, on se demande de quoi on va parler. On est sur des problématiques là qu'on va aborder environnementales, on va parler de santé, on est sur des thématiques qui sont en constante évolution. Et ça touche aussi des enjeux sociétaux. Donc là, on va aussi vous parler de comment on améliore la qualité de l'eau, les mesures préventives, les mesures aussi curatives, parfois. L'idée vraiment sur ce hub, c'est pas que vous ressortiez stressé. Est-ce que je peux boire de l'eau en bouteille ? Est-ce que je dois boire de l'eau en bouteille ? Est-ce que je peux faire confiance à l'eau du robinet ? Là, ce qui est important, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. On va être là pour y répondre. Si vous comprenez, c'est déjà être dans l'action et c'est ce qui est important pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Donc, là, maintenant, c'est parti. Au menu de notre cocktail, on va parler des PFAS, les polluants éternels, les microplastiques, les résidus médicamenteux, et les microplastiques, ça j'avais déjà dit. L'important sur ce hub là, c'est vraiment de partager avec vous ces éléments et on va pouvoir ne pas être exhaustif. L'idée, on ne pourra pas être exhaustif sur cette problématique là, mais par contre, on vous a vraiment sélectionné les stars du moment, comme vous pouvez le voir donc sur cet extrait avec des coupures médiatiques. Et donc, on n'a pas réussi à avoir Tom Cruise ce soir, mais par contre, on remercie Yann qui va nous animer ce hub. Merci Amandine. Alors, le hub, c'est donc une série d'interventions pour lesquelles on a un certain nombre de questions qu'on va poser à nos intervenants. Et puis, un temps pour les questions et le débat à la fin. Donc, notez bien vos questions. Et si vous avez des besoins, des questions de clarification en cours de route ou des questions que vous avez peur d'oublier, vous
pouvez bien évidemment utiliser le chat pour les poser en direct et on les notera et on les relaiera aussi à la fin du web. Alors, moi, donc, j'ai une première question que je vais adresser à Alice Vidal et à Arnaud Brochet. Quand on parle finalement de ces molécules invisibles, de tout ce qui compose un petit peu l'eau et de ce qui circule dans l'eau, finalement, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on pourrait y voir un petit peu plus clair sur la nature de ces molécules, de cet univers invisible qui se promène dans le cycle de l'eau? Alice, est-ce qu'on peut commencer du coup avec toi? Oui, on va essayer de rendre les choses un petit peu plus claires. Eh ben, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe organisatrice de m'avoir conviée à ce hub. Et merci aussi aux personnes connectées de s'intéresser au sujet du cocktail de l'invisible. Donc moi, c'est Alice Vidal. Je suis diplômée d'un doctorat en écotoxicologie. Et jusqu'à présent, j'ai travaillé pas mal sur des sujets en lien avec l'écotoxicité de substances organiques dans les milieux aquatiques. Et bientôt, comme ça a été déjà mentionné, je quitte effectivement le monde de la recherche académique pour rejoindre l'équipe de Créocéan de La Rochelle. Alors, je vous invite à plonger sans attendre dans le monde intrigant de la pollution invisible en commençant par une très brève introduction sur ce que sont les micropolluants. Alors, ce terme fait référence à toutes les substances qui sont détectables dans l'environnement à de très faibles concentrations. Ces substances proviennent de multiples sources, comme par exemple les industries, l'agriculture, les transports, la construction, mais aussi nos activités quotidiennes. Alors, les micropolluants se distinguent en deux grandes catégories. On a les métaux et les molécules organiques, qui elles vont englober notamment les pesticides, les médicaments, les perfluorés, les plastiques et bien d'autres encore. Les micropolluants sont classés selon trois critères très importants: leur toxicité, leur persistance dans l'environnement et leur bioaccumulation, donc c'est-à-dire la concentration qu'on va retrouver au sein d'un organisme. Lorsqu'on parle de micropollution, il est essentiel de considérer non seulement la molécule mère qui a été synthétisée et mise sur le marché, mais aussi ses métabolites qui sont le ou les produits de dégradation de cette molécule dans l'environnement. En fait, le problème avec les métabolites, c'est qu'on ne les connaît pas forcément et lors de la fabrication de la molécule mère, et par conséquent, on ne va pas les rechercher dans les échantillons environnementaux alors qu'ils y sont présents. Alors, un exemple de micropollution, c'est celui des résidus médicamenteux. Les analyses environnementales qui ont débuté dans les années 80 démontrent aujourd'hui l'ubiquité de ces substances. On va les retrouver dans les effluents, les boues de stations d'épuration, les sols, les eaux douces, le milieu marin. Et ces résidus médicamenteux proviennent soit directement des rejets des industries pharmaceutiques, mais aussi de notre propre usage en tant qu'humain, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Et il ne faut pas oublier les usages vétérinaires. Alors, il n'y a pas de secret sur les familles les plus retrouvées dans les cours d'eau, c'est celles qu'on consomme. Donc, on a par exemple les antibiotiques, les antidépresseurs, les hormones, etc. Mais cependant, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de faire une généralité sur les médicaments qu'on va retrouver dans les eaux parce que la consommation et la gestion va être dépendante du pays. Par exemple, une étude ici a montré que les concentrations moyennes d'ibuprofène dans les eaux de surface en France est de l'ordre du microgramme par litre, alors qu'on la retrouve jusqu'au milligramme par litre pour la Chine. Alors, un autre exemple de micropollution, c'est celle des pesticides, qui regroupent tous les produits qui luttent contre les nuisibles. Les plus retrouvés dans l'environnement, ça va être les insecticides, les herbicides, les fongicides, et ils proviennent évidemment en grande majorité de l'usage agricole. Alors, il existe ici aussi plusieurs familles de pesticides, et chacune présente un mode d'action qui lui est propre. Alors, la liste ici n'est pas exhaustive du tout, mais on peut citer quand même la famille importante des organochlorés. Ce sont les premiers pesticides qui ont vu le jour, qui ont été synthétisés, eux, dans les années 1940. Vous connaissez très sûrement parmi eux le DDT, la chlordécone, qui ont fait beaucoup parler d'eux. Et puis plus tard, on a créé des substituts qui se dégradent un peu plus vite dans l'environnement, comme le glyphosate, que vous connaissez, je pense aussi. Alors en France, il y a une grosse campagne d'échantillonnage qui a été réalisée en 2018 et qui a permis de montrer les concentrations en pesticides sur le territoire. Alors les plus élevés, on va les retrouver dans les eaux souterraines du centre-nord de la France, tandis que les régions montagneuses sont un peu plus épargnées de cette pollution. Alors cette carte révèle des choses intéressantes. Elle nous dit que parmi les substances recherchées, 48% des molécules sont des molécules mères autorisées
et 37% sont des molécules mères interdites. Et les pourcentages restants sont des métabolites de ces substances. Donc, il est aussi important de noter pour ce résultat que 35% des points de mesure, on a détecté une concentration totale en pesticides supérieure à la norme autorisée. Alors, le graphique à l'écran montre la fréquence de quantification des pesticides dans les eaux brutes en orange et dans les eaux traitées en bleu. Nous constatons ici que pour toutes les substances, la fréquence de quantification est plus faible en eau traitée qu'en eau brute, ce qui traduit quand même une certaine efficacité du traitement des eaux. Cependant, il y a quand même des molécules qui restent assez problématiques parce qu'elles sont retrouvées quand même dans plus de 50% des échantillons. Et là, en l'occurrence, il s'agit de 2 métabolites, ce qui prouve vraiment l'importance de considérer ces produits de dégradation. On peut changer là. Ouais, merci. Maintenant, j'aimerais vous parler des PFAS ou substances per- ou polyfluoroalkylées. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler des PFAS, vous le connaissez sûrement sous le nom de polluants éternels. Il s'agit d'une très large famille de molécules dont la chaîne carbonée est de longueur variable. Et cette chaîne-là, elle est couverte d'atomes de fluor. La liaison entre le carbone et le fluor étant extrêmement solide, ça rend les PFAS extrêmement stables dans l'environnement. Et en fait, on a l'impression qu'ils ne se dégradent jamais, d'où leur nom. Bon, ceci dit, les PFAS présentent quand même des super propriétés, sinon on ne les utiliserait pas autant. Donc, on va les retrouver dans les textiles imperméables, les emballages alimentaires, les revêtements de nos poêles anti-adhésifs, les cosmétiques, les composés électroniques, les mousses anti-incendie, les emballages alimentaires, ça je l'ai déjà dit, je crois. Et aussi, ah oui, j'ai appris ça dans les papiers toilettes et dans les gobelets soi-disant en carton. Alors, c'est évidemment pas sans conséquence, puisque les études environnementales révèlent la présence globale de ces composés à l'échelle planétaire jusque dans les régions polaires. Et très récemment, il y a eu un super travail d'investigation qui a été réalisé dans les échantillons de l'eau du robinet dans toute la France. Et parmi les 89 échantillons, presque la moitié contiennent des PFAS et presque un tiers présentent des PFAS interdits. Alors aujourd'hui, malheureusement, le traitement des eaux est peu efficace encore pour certains PFAS. Et pour compliquer la chose, les normes sont différentes dans certains pays. Voilà, pour ma partie. Merci beaucoup Alice et bravo pour l'effort aussi de vulgarisation. On avait eu un temps de répétition et il faut dire qu'on est vraiment entouré de gens qui sont extrêmement spécialistes et calés sur ces sujets et on leur a demandé un vrai effort pour rendre ça accessible au niveau du maximum et je m'inclus évidemment dedans. Donc merci pour cette introduction. On va continuer avec Arnaud Bringer. Arnaud qui va nous faire un focus un petit peu plus spécifique sur la question des microplastiques. Et puis Arnaud, en commençant bien sûr par vous présenter et nous dire quelques mots aussi sur le laboratoire pour lequel vous travaillez. Oui, bonsoir à tous. Merci à Kéran pour l'organisation et l'invitation. Donc, je me présente, Arnaud Bringer. Moi, je suis chargé de projet scientifique en santé environnementale donc au laboratoire Calis de La Rochelle. Et je suis docteur en écologie et écotoxicologie. Donc, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, notamment en lien avec le milieu marin, donc à l'Ifremer. Et j'ai réalisé un doctorat CIFRE sur l'impact des pesticides et microplastiques dans les zones ostréicoles des Perthus charentais. J'encadre plusieurs projets scientifiques depuis 3 ans. Je réalise aussi de l'enseignement supérieur à l'université. Et je vais vous présenter donc Calis sur la slide suivante. Donc Calis, on est un syndicat mixte, donc ancien laboratoire départemental, regroupé en 4 laboratoires donc dans le sud-ouest. Donc un laboratoire à La Rochelle, plus axé environnement hydrologie, un laboratoire sur Chandonnier, axé santé animale, un laboratoire donc à Tulle en Corrèze, axé agroalimentaire, et on a intégré le laboratoire de la ville de Limoges au 1er janvier 2024, donc plus axé sur les sols et sédiments. Donc dans la slide suivante, je vous présente le pôle innovation donc de Calis dont je fais partie, qui a pour but donc d'innover par la recherche partenariale en favorisant la co-construction de projets scientifiques. Et vous pouvez voir sur cette carte les nombreux partenariats qu'on met en place. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vous présente ici quelques expertises qu'on réalise au sein de mon pôle, donc notamment en lien avec la qualité de l'eau, la qualité des sols et la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des microplastiques, mais aussi d'écotoxicologie. Mais on a aussi la chance d'avoir un pôle mer, une plateforme en génomique et la mise en place de différentes tests CIFRE. Slide suivante.
Donc, les 6 grands objectifs du pôle innovation à Cali, c'est de mettre en place des projets recherche et développement, de développer de nouvelles plateformes analytiques de par du transfert de technologies, de mettre à disposition des formations, de rayonner au niveau scientifique dans l'Europe ou au niveau international, de faire de la sensibilisation et vulgarisation, mais aussi d'intégrer des clusters One Health. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, un petit contexte pour vous présenter les différentes sources de plastique en France. Donc, la plupart des plastiques sont issus des emballages qu'on appelle aussi packaging. On a aussi des plastiques issus du secteur automobile, du BTP, de l'agriculture et plein d'autres secteurs. Slide suivante. Il faut savoir qu'en France, la gestion des déchets est pas forcément bien menée ou encore un petit peu aléatoire. Donc 20 à 25% des déchets en France sont recyclés, ce qui est assez peu. 32 à 33% des déchets sont déposés en décharge aujourd'hui et environ 40% des déchets sont incinérés pour produire de l'énergie. La suivante. Donc les microplastiques, il y en a de différentes sortes. On caractérise les microplastiques primaires et secondaires. Donc les microplastiques primaires sont des granulés de plastique issus de l'industrie qui vont se retrouver dans le milieu marin ou dans l'environnement. Et les microplastiques secondaires sont issus de fragmentation de macrodéchets, comme une bouteille d'eau, qui, avec l'action des UV et de paramètres physico-chimiques, vont être réduits à l'état de microparticules. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous fais un petit état des lieux ici avec quelques chiffres. Donc, il faut savoir qu'en 2020, 4,8 millions de tonnes de plastique ont été libérées dans l'environnement, donc les microplastiques primaires et secondaires. Et au niveau de la Charente-Maritime et donc des Pertuis charentais, on a retrouvé donc des microplastiques qui sont inférieurs à 5 mm. Il faut savoir aussi que 80% des microplastiques retrouvés dans le milieu marin proviennent des fleuves et des estuaires. Et on a aussi collecté 27 tonnes de plastique, donc macrodéchets, sur le littoral charentais sur une année. Donc en termes de taille, on a donc les macroplastiques, qui sont des macrodéchets supérieurs à 5 mm, les microplastiques qui sont compris entre 5 mm et 1 micron, et ensuite les nanoplastiques qui sont de la taille du nanomètre. En termes de concentration, on a retrouvé des concentrations dans l'eau de mer allant de 0,03 à 0,06 microplastiques par litre d'eau, avec une majorité de fibres textiles. Un petit schéma aussi vous présentant le potentiel toxique donc des plastiques qui sont souvent chargés en additifs et autres composés lors de leur fabrication, qui vont pouvoir se retrouver dans l'environnement et intégrer la chaîne trophique pour impacter les poissons supérieurs ou les mammifères marins. Donc, comme je vous disais, les plastiques sont produits en industrie et vont être chargés en retardateurs de flamme, en plastifiants qu'on appelle aussi phtalates, antioxydants, anti-UV, certains pigments et colorants, mais vont aussi pouvoir se charger en molécules environnementales comme les pesticides, hydrocarbures ou métaux, créant donc une double toxicité. En conclusion et ouverture, deux petites dernières slides. Tout d'abord, l'effet cheval de Troie donc des plastiques. Donc, en intégrant et en vectorisant différents polluants environnementaux, les plastiques vont donc être doublement toxiques et vont intégrer le sédiment, par exemple, le compartiment benthique, et donc être toxique pour les habitants, et intégrer aussi donc toute la chaîne trophique du milieu pélagique. Et la dernière slide. Donc la dernière slide présente les concentrations environnementales retrouvées au niveau des Pertuis charentais. Donc au niveau des sédiments de plage, on a retrouvé des concentrations allant de 397 à 457 microplastiques par kilo. Dans l'eau de mer, je vous ai présenté les concentrations tout à l'heure. Dans le sédiment marin, on a retrouvé des concentrations allant de 300 à 1500 microplastiques par kilo de sédiment. Et dans les bivalves, entre 0,8 et 4,1 microplastiques par gramme de chair. Les principaux plastiques retrouvés étaient donc des plastiques d'origine aquacole ou ostréicole, mais aussi de type packaging, coton-tige, résidus de mégots et autres packaging pas identifiés. Merci beaucoup Arnaud. On commence à y voir plus clair sur le tableau, entre à la fois donc, les micropolluants et les particules, les molécules présentées par Alice, et puis se focus sur les microplastiques. Alors, pour compléter le tableau, on avait une question qu'on voulait poser à François-Xavier Moinet,
François-Xavier, comment est-ce que ces microplastiques circulent et se déplacent finalement, utilisent le cycle de l'eau pour se déplacer? Bonjour à tous, donc, François-Xavier Monet, je suis directeur de projet, expert et référent en hydrogéologie au sein de l'SCE. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement du cycle. Le monde de l'invisible, puisque les eaux souterraines, c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser. Donc simplement un simple rappel sur l'origine de l'eau qu'on boit, soit au robinet, soit en bouteille. Donc vous avez en représentation la partie en bleu clair des eaux provenant des eaux de surface et en vert foncé et noir les eaux souterraines. Donc pour l'Ouest, on est plutôt concerné par les eaux de surface. Le schéma de gauche vous présente un peu ce cycle de l'eau, à savoir que les eaux, après précipitation, soit ruissellent, soit donc dans les cours d'eau, soit s'infiltrent vers les nappes en direction des captages d'eau potable qui sont figurés en bas à gauche et donc qui vont intercepter ces flux. Je ne reviens pas sur la partie des origines de micropolluants, notamment concernant les activités industrielles et urbaines. Je voulais simplement faire un petit rappel, un petit focus sur les origines agricoles de ces micropolluants. Bon, on connaît les nitrates, les phosphates historiquement, les pesticides également, on en a parlé avec Alice. Et simplement signaler au passage que les PFAS, on retrouve aussi dans l'activité agricole, notamment avec l'acide trifluoré qui est un petit peu détecté partout. Et à savoir également par ce petit schéma que l'application des produits, c'est certes sur les plantes, mais une petite partie seulement pénètre dans les eaux souterraines, une autre partie part en dispersion atmosphérique ou en ruissellement direct vers les eaux de surface. Mais malgré tout, ça a un impact significatif sur les eaux potables. Donc, comment on peut caractériser cette pression? Il faut comprendre le mécanisme. Eh bien, pour les parties agricoles, on procède par des enquêtes auprès des agriculteurs de leurs pratiques phytosanitaires, aussi bien en dose qu'en fréquence d'usage, pour comprendre à la fois si on est sur des doses qui sont en cohérence avec ce qui est préconisé par les fabricants, et puis aussi et surtout si on n'a pas à l'inverse des pratiques sur des zones qui sont vulnérables et qui n'ont pas toujours été identifiées au sein de ce bassin d'alimentation. Donc vous avez représenté sur la carte une fréquence d'application du produit avec le point de captage qui est en bleu, et donc ça permet de mieux comprendre la cinétique. Comment on évalue ces transferts dans les eaux souterraines? Sur la partie réglementaire, il faut savoir qu'un produit donc, a une autorisation de mise sur le marché, donc il y a des calculs théoriques, on va dire des modèles d'exposition de risque de cette molécule avec une liste de paramètres assez conséquente et des scénarios multiples qui sont testés pour cette partie un petit peu théorique. C'est également encadré par des guides méthodologiques, notamment au niveau européen avec l'EFSA, l'OCDE et puis des groupes de travail comme le CETAC auxquels on participe. Bien sûr, en aval, il faut suivre aussi ce que prédisent ces modèles théoriques, et donc c'est le rôle des agences régionales de santé au niveau des eaux potables avec des analyses régulières, également l'ADREAL pour la qualité des masses d'eau. Et a posteriori, c'est aussi une réévaluation régulière. Donc là, ce sont les fabricants qui sont soumis à réévaluation, vérification sur le terrain. Donc on fait des prélèvements d'eau sur le terrain, encadrés par des organismes et donc sous contrôle de l'ANSES, qui est l'organisme de régulation. Et c'est aussi lorsqu'il y a détection de molécules émergentes, comme vous avez entendu parler pour le métabolite du chlorothalonil, qui est apparu sur pas mal de cas. Voilà, un très résumé. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, on commence à avoir un bon portrait robot de ces molécules. On commence à comprendre aussi comment elles se déplacent, où est-ce qu'on peut les retrouver dans le milieu. Mais quelque part, on a vu qu'il y avait des molécules autorisées, des molécules non autorisées. Amandine nous a promis que ça serait un temps de réflexion non anxiogène, donc finalement on n'a peut-être absolument pas à s'en faire, et il y a peut-être une grande innocuité de ces molécules, et on peut peut-être dormir tranquille sans souci de savoir qu'elles se promènent dans notre environnement. Donc pour répondre à cette question, on va poser la question du coup à Michaël Derangeon. Je vous laisserai vous présenter aussi. Et puis, on posera aussi la question à Alice Vidal. Donc, Michaël Derangeon qui nous parlera en particulier progressivement de l'impact aussi sur la santé humaine. Et puis, Alice qui nous parlera aussi des impacts possibles sur le milieu et les écosystèmes. Michaël, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, moi c'est Michaël Derangeon, je suis vice-président d'Atlantico. Atlantico, c'est un syndicat qui va produire l'eau potable
pour la Loire-Atlantique. Donc, on produit l'eau potable pour environ 148 communes, toute la Loire-Atlantique, sauf finalement le territoire de Nantes Métropole, de la Carène et de Cap-Atlantique. Donc, pour résumer, on produit de l'eau pour environ 254 000 abonnés, ce qui veut dire finalement on prend soin de la santé d'environ 550 000 habitants. Alors, pour prendre soin de la santé de 550 000 consommateurs d'eau, c'est un vrai challenge parce qu'on est confronté aujourd'hui à de multiples micro-polluants dans les eaux qu'on va retrouver pour produire au robinet. Pour donner un exemple, la Loire-Atlantique, on va produire de l'eau potable majoritairement à partir de la Loire, soit directement dans la Loire, en prélevant dans la Loire, ou alors en le prélevant sous la nappe alluviale, dans la nappe alluviale de la Loire. Eh bien, ce que l'on peut voir ici sur les documents, sur les petits graphiques, en haut, vous avez les molécules qu'on va retrouver dans la Loire. Donc, tout ce qui est bleu et bleu clair, ce sont les médicaments et leurs métabolites. Tout ce qui est vert et vert clair, c'est les pesticides et leurs métabolites. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, dans la Loire, dans l'eau de surface, on a majoritairement un problème quand même de médicaments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la petite courbe que vous pouvez voir à côté, sortie de station. C'est-à-dire qu'on peut voir que, certes, on a beaucoup de médicaments, mais les stations de potabilisation arrivent à traiter ces médicaments, à en éliminer la majorité. Et finalement, on voit bien que ce qui reste problématique, c'est majoritairement des pesticides. Quand on regarde maintenant dans la nappe alluviale, eh bien, on peut voir qu'on a moins de problématiques de médicaments, mais on a surtout des problématiques de pesticides. Donc, comme je vous l'ai expliqué, 70% de l'eau va être fabriquée à partir de la Loire. Pour autant, on sait qu'on est face à un dérèglement climatique. Et donc, on a besoin des autres surfaces qui sont sur notre territoire, des autres petits captages, qui sont des captages où on va avoir des nappes profondes. Et bien, dans ces nappes profondes, ce qu'on peut observer sur les graphiques ici, en haut et en bas, je vous ai mis les deux secteurs sur lesquels on a le plus de problèmes en Loire-Atlantique, eh bien, on peut voir qu'on a majoritairement une problématique de pesticides et de leurs métabolites. Les médicaments qu'on retrouve, c'est finalement les médicaments qu'on retrouve un petit peu partout. Et finalement, c'est assez intéressant, c'est les médicaments qui vont traiter les maux de notre société. C'est-à-dire ces médicaments qui vont traiter la dépression, qui vont traiter le diabète, l'obésité. Voilà, c'est vraiment des médicaments pour lesquels on sait que c'est des facteurs environnementaux qui ont un rôle essentiel. Alors, la difficulté à partir de ça, c'est d'imaginer quel pourrait être l'impact pour la santé. Petit point avant, comme on a parlé des PFAS, je vous ai également montré, sur notre territoire, on n'a pas cette problématique PFAS, on est rassuré. En tout cas, pour les vins qui vont être dans la règle pour 2026, on les recherche, on les trouve en faible quantité. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder le film Dark Waters, ça explique vraiment bien la problématique des PFAS. Pour autant, on a une très très grande inquiétude, c'est-à-dire un autre PFAS, le TFA qui semble être majoritairement dû à un métabolite de pesticides. Et là, c'est une question qu'on se pose sur notre territoire, est-ce qu'il va être présent? Donc, on est très inquiet par rapport à ça. Et donc, l'objectif, comme c'était de parler de santé ensemble, je voulais apporter trois arguments, trois études qui vont nous permettre de répondre à des questions par la suite et également d'apporter deux arguments en termes de santé pour comprendre comment on réfléchit aussi sur l'impact santé. La première étude que je voulais vous évoquer, c'est celle-ci. Je suis désolée, on a dit qu'on n'était pas angoissant, mais de comprendre peut donner des angoisses. Ce qui est angoissant, c'est l'inaction. On ne peut pas avoir peur. Cette étude est très intéressante puisqu'ils ont testé les scientifiques. C'est une grosse étude qui a été faite par le CNRS et l'INSERM, qui a été remise en cause par personne, qui publie maintenant depuis 4 ans. Et donc, dans cette étude, ils ont testé 3 antifongiques qu'on retrouve le plus dans l'alimentation, notamment dans l'alimentation dans les petits pots pour bébés. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ces 3 antifongiques, ils les ont mis à la norme de l'eau potable. C'est-à-dire qu'on va les donner en cocktail à des petites souris pendant 9 mois et qui respectent le 0,1 microgramme par litre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, ils ont un peu manipulé les souris. Les souris qui sont utilisées, c'est des souris qui vont avoir tendance à avoir des gènes qui vont leur donner un risque plus important de développer l'Alzheimer. C'est aussi ce qu'on a dans la société. On sait qu'on a des risques de développer l'Alzheimer en fonction de la présence de certains gènes. Et là où ça commence à être un petit peu inquiétant, finalement, c'est qu'on s'aperçoit que les souris qui ont été traitées avec l'eau dans laquelle on avait les 3 antifongiques, eh bien, au bout de 9 mois, font 20 fois plus d'Alzheimer que les souris dans lesquelles il n'y avait pas ces 3 antifongiques qui respectent la norme de l'eau potable. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elles font de l'Alzheimer et on voit surtout qu'il y a une inflammation dans le cerveau de ces souris-là. Donc, ces 3 antifongiques à la norme de l'eau potable sont déjà suffisantes sur des mammifères pour induire une réponse physiologique, une réponse qui va conduire à des pathologies. Une autre étude a été effectuée et donc cette fois-ci, ils ont fait la même chose. On donne l'eau potable à nos petites souris, mais pendant la gestation. Et là, ce qu'on peut observer pendant la gestation, eh bien, quand vous regardez les images ici en rouge et en vert, ils ont regardé comment se développe le cerveau de ces petites souris. Eh bien, on s'aperçoit
que ces petites souris ont une neurogénèse beaucoup plus importante et surtout, les neurones dans le cerveau de ces petites souris n'arrivent pas à bien se différencier. Et les capacités cognitives vont dépendre justement de cette différenciation, de cette capacité. Donc là encore, cette étude semble nous montrer que finalement, eh bien, les 3 antifongiques sont suffisantes pour modifier peut-être le neurodéveloppement. Et puis une dernière étude intéressante qui est citée dans l'expertise collective de l'INSERM qui explique que les nitrates et les nitrites peuvent être cancérigènes. Cette étude est intéressante puisqu'elle a été effectuée au Danemark sur l'ensemble de la population. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand l'eau est entre 25 et 50 mg de nitrate, l'eau potable, 50, on n'a pas le droit de dépasser, eh bien, on voit que dans cette étude, ils détectent 3 fois plus de cancer du cerveau chez les enfants que dans les secteurs où l'eau est entre 0 et 25. Donc là, à nouveau, bien sûr, c'est des études préliminaires, pas préliminaires, mais c'est des premières études, il faut prendre avec précaution, mais ça pose des réelles questions sur les normes de l'eau potable. Pour terminer, et je pense que dans nos éléments de réflexion, c'est extrêmement important, quand on parle d'effets pour la santé, il faut se poser la question de quel individu on parle. Est-ce qu'on parle d'une personne de 70 ans ou est-ce qu'on parle d'un petit bébé qui vient naître, d'une maman qui va bientôt mettre au monde son petit bébé? Ça, c'est extrêmement important parce que si vous regardez le cerveau d'un nourrisson, quand il vient de naître, il va faire 9 grammes de cerveau par jour. En 3 mois, son cerveau double de taille. Qu'est-ce qui permet ce feu d'artifice en termes de connexion dans le cerveau? Eh bien, c'est des petites molécules qui sont importantes, comme l'acétylcholine, qui sont très importantes dans le cerveau, ou c'est l'énergie qui va être fabriquée par le petit bébé. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que la majorité des pesticides, des insecticides ou des antifongiques qu'on peut retrouver dans l'eau, en général, comment ils tuent les insectes? Eh bien, ils les tuent soit en modulant l'acétylcholine, soit en empêchant la fabrication d'énergie. La dernière chose que je voulais évoquer pour nos échanges par la suite, c'est aussi de dire, bon, OK, on est quand même à des très faibles concentrations. On est l'ordre d'environ un dose comprimé de Doliprane dans 2 piscines olympiques. Donc, on se dit, finalement, intuitivement, c'est trop faible pour avoir des effets. Eh bien, non. Parce que la majorité de beaucoup de ces molécules sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et le problème de ces molécules, c'est qu'ils peuvent agir en effet cocktail et qu'ils peuvent agir en très faible dose. Ce qu'on sait sur les perturbateurs endocriniens, c'est qu'à très faible dose, ils peuvent être plus toxiques qu'à forte dose. Donc, ça explique pourquoi on pourrait avoir des effets à très forte dose. L'autre problème, c'est que les effets toxiques peuvent s'additionner. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les fameux effets cocktails. Et enfin, dernière problématique, c'est ce qu'on appelle les effets transgénérationnels. C'est pour ça que je vous ai mis cette image de cette abeille. Génétiquement, elles ont le même code génétique. Par contre, elles n'ont pas été exposées environnementalement au même facteur. C'est ce qui va expliquer la différence. Eh bien, ça, c'est ce qu'il faut prendre en considération pour comprendre les effets des polluants potentiels sur la santé. Voilà pour les éléments de réflexion que je voulais aborder sur les aspects santé. Merci beaucoup, Michael. On commence à rentrer dans le vif du sujet et dans notre fameux effet cocktail aussi. Alors, on continue avec Alice et l'impact sur les écosystèmes. Alors moi, je suis désolée d'avance, Amandine, mais je vais peut-être susciter un peu d'inquiétude quand même en présentant les résultats qui vont suivre. Parce qu'en fait, la plupart des micropolluants, ils sont bioactifs à de très faibles concentrations. Notamment les résidus médicamenteux. Donc, en même temps, on s'en doute bien, on produit ces substances pour qu'elles aient un effet sur notre corps ou celui de nos animaux de compagnie. Donc, on peut se douter que ça aura aussi des impacts sur la faune aquatique. Chez le poisson zèbre, par exemple, on a démontré qu'une exposition à des concentrations environnementales d'ibuprofène, donc ça veut dire des concentrations qu'on a réellement mesurées dans l'environnement, peut modifier le système de défense antioxydant. De la même manière, il suffit d'une très faible concentration de fluoxétine, qui est un antidépresseur, pour que l'appétit du poisson que vous voyez là, le maigre, soit impacté et qu'il développe des troubles de la croissance. Alors, depuis quelques années, on met en avant l'impact des œstrogènes qui sont présents dans nos pilules contraceptives. Et par exemple, chez le médaca, des scientifiques ont démontré la coexistence des tissus testiculaires et ovariens chez un même individu mâle. Vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle la féminisation des poissons. En fait, c'est quand il y a une apparition plus ou moins marquée des caractères sexuels femelles chez des mâles. Et ce phénomène, évidemment, il engendre la réduction de la fertilisation, voire l'infertilité. Alors, concernant les PFAS, l'effet va dépendre de la molécule. En fait, il en existe des milliers, donc c'est très compliqué de tous les connaître. On sait par contre que les effets vont varier en fonction de la longueur de la chaîne ou du groupement chimique qui se trouve en bout de chaîne des PFAS.
Certains sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique des vertébrés aquatiques, qui sert normalement justement à limiter le passage des molécules toxiques du sang vers le cerveau. Alors, ils perturbent donc le fonctionnement du cerveau, les fonctions d'apprentissage et de mémoire. Mais ce n'est pas le seul effet, malheureusement, parce qu'une fois que ces PFAS sont bioaccumulés dans les organismes, par exemple chez les poissons, ils vont perturber le système endocrinien, la croissance, la reproduction, le fonctionnement hépatique et causer aussi des malformations larvaires et des retards d'éclosion. Alors, concernant les pesticides, l'une des problématiques, c'est qu'ils impactent évidemment et heureusement quand même les organismes cibles, mais également d'autres espèces qui ne sont pas du tout visées. D'autre part, malgré leur interdiction de mise sur le marché depuis des décennies, certaines molécules mères ainsi que leurs métabolites figurent quand même parmi les substances qui sont les plus fréquemment retrouvées dans l'environnement, notamment sur le territoire français, avec par exemple le cas des Antilles françaises qui sont affectées par une pollution historique à la chlordécone. Donc là, c'est un insecticide qui a pourtant été interdit en 1993. La chlordécone, elle va affecter par exemple l'expression de certaines protéines qui sont impliquées dans le contrôle hormonal de la reproduction et du développement chez les écrevisses, qui est pourtant une espèce qui est toujours consommée par la population locale. Alors d'un point de vue général, on peut passer à la diapo d'après, merci. Pour la plupart des familles de micropolluants, de nombreuses études mettent en évidence une bioamplification. Donc, ça veut dire que les substances s'accumulent dans un organisme, et puis plus encore en fonction le long de la chaîne trophique, la chaîne alimentaire. Par exemple, les grands mammifères comme les ours polaires ou les phoques, qui consomment des poissons qui sont contaminés au PFAS, se retrouvent à leur tour encore plus exposés à ces PFAS. Puis beaucoup de questions doivent encore être creusées. Arnaud en a parlé un petit peu tout à l'heure. On sait que les microplastiques agissent comme des vecteurs en fait, de contaminants chimiques, mais on ne sait pas vraiment quelle est leur contribution en tant que transporteur de ces polluants. Et de la même manière, les microplastiques peuvent être colonisés par des micro-organismes qu'on appelle le biofilm. Mais encore une fois, on ne sait toujours pas quel est le réel rôle de ce biofilm dans le transport des pathogènes ensuite dans les milieux aquatiques. Alors si on tente maintenant de résumer ces quelques slides qui pour moi sont légèrement inquiétantes quand même. Les effets des micropolluants sur les organismes aquatiques sont nombreux et on est loin de tous les connaître. Alors ils dépendent beaucoup en plus de beaucoup de facteurs, la substance en elle-même, la concentration d'exposition, l'espèce, l'âge de l'individu, les propriétés du milieu et encore bien d'autres. Et évidemment, cette complexité, elle va engendrer des grosses difficultés, donc notamment pour l'évaluation des risques environnementaux. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que sur du long terme, tous les effets conduisent à une modification de l'écosystème qui peut être quand même assez préoccupant pour l'avenir. Voilà, j'ai un peu cassé l'ambiance, désolée. Merci Alice, et je crois qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout, donc on va continuer à s'enfoncer. Amandine nous a promis aussi qu'on allait plonger avant peut-être de voir un peu de lumière. Donc, on va continuer un peu sur ce terrain-là avec Arnaud Bringer, à qui je voulais poser cette question. C'est finalement, qu'est-ce qu'on sait identifier, qu'est-ce qu'on sait détecter, qu'est-ce qu'on sait et quel est le champ de nos ignorances à côté et comment est-ce qu'on est équipé scientifiquement aujourd'hui pour travailler ces questions-là? Donc moi, je vais vous faire un focus sur les microplastiques parce que bien évidemment, le laboratoire Caliz analyse tout type de matrices et tout type de molécules. Mais sur les microplastiques, donc on est équipé d'une plateforme analytique depuis 2022. Donc on peut distinguer deux types de matrices. Les matrices dites simples, donc ça va être les eaux propres, donc les eaux embouteillées, les eaux de consommation, les eaux brutes. Et les matrices plus complexes comme les eaux résiduaires de stations d'épuration, les eaux de mer, les sédiments et tout ce qui va être les matrices biologiques, donc l'agroalimentaire, les bivalves, etc. De plus, Caliz réalise du transfert de technologie, donc de la mise au point de nouveaux protocoles. On travaille depuis peu notamment sur des matrices biologiques humaines. Donc on a réalisé quelques analyses de sang et plasma humain pour voir si on retrouvait des particules de plastique. Hello. Pour ce faire, on utilise donc un outil qu'on appelle le FTIR, qui est donc une analyse infrarouge. Donc ça va nous permettre petit 1 de quantifier le nombre de microplastiques dans un échantillon. Petit 2 de déterminer aussi les tailles et les formes des microplastiques détectés.
Petit 3 de caractériser donc le type de polymère, quel type de plastique il s'agit. Et petit 4, lorsque c'est possible, d'identifier les origines de contamination des microplastiques. Donc les différents types de microplastiques qui peuvent être détectés, donc ça va être le polyéthylène, le PVC, le polystyrène, le polycarbonate, bon, certains polymères que vous connaissez. Et depuis peu, on essaye aussi de doser les particules de caoutchouc, notamment issues des pneumatiques de voitures. Donc on rencontre différentes difficultés en laboratoire pour l'analyse des microplastiques. Tout d'abord dans la préparation des échantillons. En fonction du type de matrice, on va passer beaucoup de temps sur la préparation avec de la digestion, de la séparation de phases, de la filtration plus ou moins complexe. On va aussi des fois avoir du mal à répondre à nos clients ou partenaires lorsqu'il s'agit de déterminer les origines ou les sources hypothétiques de présence de plastique. On a aussi des fois des cocktails de plastique ou des agglomérats de plastique dans les échantillons qu'on a du mal à détecter et à identifier. Et enfin, on a aussi des difficultés lorsqu'on parle de LQ, de taille et d'incertitude. Donc c'est le petit panel suivant. Juste quelques petites définitions de manière très générale. Donc une limite de détection, c'est la plus petite concentration pour lequel on peut détecter donc un composé et affirmer que ce composé est présent dans un échantillon. Une limite de quantification, cette fois, donc la LQ, c'est la plus petite concentration du composé pour laquelle notre méthode analytique va nous donner donc une valeur quantifiable et ajustée. Donc pour les microplastiques, ces limites dépendent forcément des tailles de particules qu'on peut analyser. Donc avec nos outils, donc le FTIR, on peut donc mesurer des tailles de particules minimes de 15-20 microns, mais il existe d'autres outils comme le Raman qui peut détecter des microplastiques plus petits. On a aussi des difficultés donc, sur la quantification des agrégats et des agglomérats, comme je l'ai dit, et certaines incertitudes de mesure, notamment lorsqu'on caractérise les polymères. On compare en fait les spectres de polymères détectés avec une bibliothèque spectrale et on essaye de prendre en compte la reconnaissance la plus forte en termes de pourcentage. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps, il y a une norme AFNOR qui a donc été mise en rédaction, qui s'appelle donc Analyse de microplastiques dans les eaux de consommation humaine et les eaux souterraines. Donc, elle est en cours de révision. Donc, cette norme est appliquée aujourd'hui dans les laboratoires pour les mesures de préparation et d'analyse. Et donc, dans le futur, on sera peut-être amené à faire des analyses, notamment dans les eaux souterraines et eaux de consommation, pour des structures comme les ARS ou les différents syndicats d'eau, en utilisant cette norme dans les grandes lignes. On développe aussi donc, des projets de recherche et des projets de transfert de technologie. Donc aujourd'hui, on a un projet de thèse en cours jusqu'en 2026 afin de mieux détecter et aussi déterminer l'effet des microparticules de pneumatiques dans les environnements aquatiques. Donc, il faut savoir que les pneumatiques, donc les caoutchoucs, sont une part majeure des microplastiques qui sont aujourd'hui retrouvés dans l'environnement et notamment dans les eaux pluviales. Et ils sont chargés en plusieurs types de contaminants, notamment des additifs, des produits chimiques, des matériaux de renfort et de charge pour les pneus, et donc forcément les polymères de caoutchouc. Donc voici ici les 3 objectifs de la thèse s'intéressant à ce sujet. Tout d'abord, pouvoir détecter et identifier ces résidus de pneumatiques dans l'environnement via un développement méthodologique en laboratoire. L'objectif 2 est d'estimer donc les quantités de ces particules de pneumatiques produites par la circulation automobile dans les eaux pluviales, notamment les bassins de rétention et bassins de décantation. Et objectif 3, comprendre les potentiels effets écotoxicologiques sur différents modèles d'études. Donc on réalise effectivement différents tests écotoxicologiques en partenariat avec des académiques. Donc ici, c'est une petite représentation des différents tests qu'on réalise sur le modèle Vival, donc l'huître, où on teste différents stades de vie, comme le stade larvaire, le stade naissant ou le stade adulte, avec différents types de modes opératoires. Pour conclure, sur le laboratoire Calis, donc on dispose aujourd'hui d'une plateforme opérationnelle d'analyse des microplastiques en FTIR sur tout type de matrice. On a plusieurs projets recherche et développement en cours aujourd'hui sur les pneumatiques, sur des barrages flottants, sur le suivi dans les organismes marins et dans les matrices humaines. On développe constamment de nouvelles méthodes de par du transfert de technologie et la mise au point de protocoles. On mène aussi donc des expérimentations en écotoxicologie avec nos partenaires historiques. Et on met en place des projets de thèse et projets scientifiques avec nos partenaires
et en lien aussi avec nos élus pour se rapprocher au mieux de projets de territoire. Et j'en ai fini. Alors moi, je sors un petit peu du laboratoire et je vous emmène voir ce qui se passe à l'extérieur, alors plus précisément dans la Loire. Pour cela, je vous présente le projet, comme son nom l'indique, qui s'appelle Plastique Loire et dont l'objectif était de caractériser les microplastiques dans plusieurs matrices, donc les sédiments, l'eau et certains organismes aquatiques, pour étudier l'impact de l'urbanisation de la ville d'Angers sur la pollution plastique du fleuve. Alors, on entend quelqu'un d'autre parler, je ne sais pas si c'est normal. Je ne pense pas. Bon, je continue, j'espère que ça fera. On m'a désactivé le micro. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, c'est bon. Désolée, c'était pour désactiver tous les micros d'un coup et je ne trouvais pas celui qui était allumé. C'est pas grave. Donc là, on va faire un petit focus sur le tableau qui montre les résultats pour les corbicules. Donc, c'est ces petits mollusques bivalves qu'on va retrouver un peu partout dans les eaux douces. Et également pour le sédiment, donc l'habitat du corbicule. Alors déjà, on peut voir ici la présence des microplastiques dans tous les échantillons, que ce soit en amont ou en aval. Et puis, si on s'intéresse un peu à la nature du polymère en regardant les camemberts de droite, on voit que le polyéthylène, donc le PE, est dominant dans tous les échantillons, sans trop de surprise, suivi du polypropylène en orange. Alors, ce genre de résultat s'avère quand même très utile parce qu'on peut identifier la source de pollution plastique et tenter de la réduire. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Grâce au projet maintenant Trajectoire, donc on a aussi pu caractériser la pollution en microplastique dans la Loire, mais aussi dans 6 autres fleuves français afin de pouvoir comparer ces concentrations. Alors là, on s'est aussi intéressé à la pollution de certains additifs plastiques. Alors nous l'a mentionné tout à l'heure, les phtalates, mais aussi les esters organophosphorés. En fait, ce sont des molécules qui sont ajoutées à la fabrication pour conférer des caractéristiques souhaitées pour les matériaux finaux. Donc pour cela, des carottes sédimentaires, comme vous pouvez le voir ici, ont été prélevées et datées, ce qui nous a permis de retracer les concentrations de nos additifs plastiques en fonction des années. Slide suivant. Merci. Alors voici ce qu'on obtient pour les phtalates dans la Loire. Sur le graphique de gauche, vous pouvez voir l'augmentation de la concentration de l'ensemble des phtalates depuis 1910 jusqu'à 2018, avec un début de pollution qui est assez significatif en 1963. Si on regarde maintenant la contribution de chaque phtalate dans chaque échantillon sur le graphique de droite, on peut voir que l'augmentation soudaine en 1963 est expliquée par l'apparition d'une substance en particulier, c'est le DEHP. Le DEHP, il est couramment utilisé pour rendre le PVC souple et flexible. Donc, ces graphiques nous apportent des éléments de réponse utiles également, mais il reste tout de même difficile de remonter aux sources de plastique qu'on retrouve dans les échantillons, malheureusement. Puis, la comparaison des résultats entre les diverses études qui existent, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a toujours pas de méthodologie standardisée. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à un vrai challenge écotoxicologique. Les micropolluants sont vraiment présents partout dans le milieu aquatique et proviennent de sources très diverses, ce qui complique leur identification et rend difficile la réduction des rejets, par conséquent. De plus, les comportements et les effets dans l'environnement varient selon les micropolluants. Donc, il est préférable, ne l'oublions pas, de considérer la molécule mère, mais aussi les métabolites. Et alors, lorsque plusieurs micropolluants se retrouvent ensemble dans un même environnement, ça devient vraiment un véritable casse-tête là pour les écotoxicologues et aussi pour définir une réglementation efficace. Donc, c'est le fameux effet cocktail dont on a un peu parlé tout à l'heure. En d'autres termes, les micropolluants combinés peuvent produire des effets très différents par rapport à leur effet individuel. Pour introduire le sujet, il existe plusieurs types de réactions possibles lorsque ces micropolluants se rencontrent.
Donc, on parle par exemple d'addition, quand deux molécules se trouvent ensemble, mais sans interagir l'une et l'autre, et donc elles produisent leur effet habituel. On parle d'antagonisme, quand les deux substances interagissent ensemble, mais que l'effet final est réduit par rapport à ce qu'elles auraient pu produire séparément. Alors, la synergie, c'est quand deux molécules qui ont chacune un effet individuel interagissent ensemble et créent un effet encore plus puissant. La potentialisation, c'est comme la synergie, sauf qu'à la base, l'une des deux molécules n'était pas toxique. On peut le voir là sur le graphique qui illustre bien ce cas en utilisant la DL50. Donc, c'est la dose à laquelle 50% des individus exposés meurent. On voit que le pesticide 1 n'est pas toxique, le pesticide 2, lui, il l'est. Mais lorsqu'on mélange les deux, la DL50 va diminuer. Donc ça signifie que ce mélange est plus toxique que si on prend chaque pesticide séparément. J'espère que c'était clair. C'était très clair. Merci beaucoup Alice. Alors, on va continuer ce tour d'horizon maintenant en abordant les solutions de rémédiation qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, à la fois chez nos maîtres d'ouvrage, comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils s'organisent pour traiter le problème, et puis évidemment dans nos métiers. On donnera aussi la parole à nos collègues pour voir comment est-ce qu'on prend, par quel bout finalement on essaie de prendre ce problème. On commence avec vous, Michael Derangeon. Oui. Alors, à Atlantico, la problématique, si vous l'avez compris, c'est comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, on peut retrouver en fait plusieurs centaines de micropolluants dans l'eau. Et donc, la problématique de la réglementation, c'est qu'on regarde micropolluant par micropolluant. Donc, nous, ce qu'on a voulu développer au syndicat pour prendre soin de la santé des consommateurs, c'est développer ce qu'on appelle des bioessais. Donc, les bioessais, c'est ce qui va être illustré sur la figure ici. En fait, on va faire comme au temps des Romains, on va donner l'eau à goûter à des organismes, des bactéries, des levures, des larves de poissons ou des cellules humaines. Et donc, une fois qu'on donne l'eau à goûter, on va voir comment ces cellules vont se comporter. Est-ce qu'il y aura une certaine toxicité? Et la deuxième problématique, c'est de connaître l'ensemble des micropolluants. Parce que quand on est producteur d'eau, eh bien, les gens qui utilisent des pesticides au-dessus des aires de captage n'ont pas l'obligation de nous donner le nom des molécules qu'ils utilisent. Donc, la deuxième problématique, c'est d'essayer de développer ce qu'on appelle de l'empreinte chimique. C'est d'essayer de rechercher de façon la plus exhaustive possible et sans a priori les polluants qu'on retrouve dans l'eau. Et pour ça, on travaille, nous, avec deux entreprises. Veolia qui est capable d'identifier 4000 molécules et une autre, l'Odiag, qui va travailler dans les premières analyses, ils pouvaient identifier jusqu'à 100 000. Aujourd'hui, on monte à 300 000 molécules potentiellement identifiables dans l'eau. Et donc, pour expliquer un petit peu ce que l'on fait, le mieux est de montrer des exemples. Je vous ai montré tout à l'heure un captage. Le captage de Machecoul, c'est un captage dans lequel on a beaucoup d'utilisation de pesticides. Ce que vous pouvez voir ici, sur les deux colonnes, les deux premières colonnes, c'est toutes les molécules qu'on a retrouvées. Ce que vous pouvez voir sur la colonne du milieu, eh bien, la sortie de station, c'est que finalement, notre usine fonctionne bien. Quand on regarde les molécules, la liste prédéfinie, ARS, eh bien, tout est arrêté par le charbon actif. C'est plutôt rassurant. Et donc, ce qu'on a voulu voir par la suite, c'est justement, comme l'usine marche bien, est-ce qu'on va avoir des effets en termes de bioessais quand on a notre eau à goûter? Donc, pour les bioessais, comment ça fonctionne? Vous avez ici un tableau. Vous voyez qu'on utilise différentes bactéries, des algues, des levures, des champignons, des cellules humaines. Et puis, on va mesurer des mécanismes cellulaires qui sont importants dans la pathogénèse. Donc, on va mesurer la perturbation endocrinienne et le stress cellulaire. On va avoir un code couleur, c'est très facile à comprendre. Quand c'est rouge, tout meurt, c'est pas bon du tout. Quand c'est orange, c'est pas bon non plus, c'est qu'on a un effet massif de toxicité. Ce qu'on espère, c'est d'être toujours dans le jaune-vert ou le bleu clair, en sachant que quand on va dans le bleu foncé, c'est aussi que c'est trop nutritif, le système prolifère trop et donc c'est pas positif pour la santé. Et bien, notre grande surprise, quand on a fait ça sur le captage que je vous ai montré, où l'usine était efficace, était d'identifier que finalement, l'eau avait un effet antifongique très fort. Les champignons mouraient, ainsi que les bactéries. Les bactéries étaient dans un état pas très viable. Ce qui veut dire que malgré notre usine qui est extrêmement performante, il doit rester des traces. Et donc, pour identifier ces traces, il va falloir passer à une autre approche. Finalement, d'un point de vue intellectuel, quand on y réfléchit, rien d'étonnant. Si je vous prends l'exemple de ce captage, le captage de Machecoul, on sait que sur ce captage, il utilisait 49 pesticides. Ces 49 pesticides sont capables de générer environ 400 métabolites. Sur ces 400 métabolites, on en mesure à peine une dizaine dans le contrôle. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de les rechercher. 90% de ces métabolites connus, on est bien d'accord, parce que ça veut dire qu'il y en a plus,
90% de ces métabolites connus, on a des standards, on pourrait développer, mais les laboratoires ne les développent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de demande. Là où c'est très inquiétant, c'est que 10% de ces métabolites, on ne peut pas les mesurer, il n'existe pas de standard. Autre point inquiétant, 5 molécules utilisées sur l'aire de captage ne sont pas dans le contrôle sanitaire. Ça veut dire qu'elles sont utilisées et pour autant, on ne va pas aller s'assurer qu'elles sont absentes. Et puis, dernière problématique, la majorité de ces 49 pesticides autorisés sur le captage sont des molécules dont la quasi-totalité sont déjà connues pour des alertes modérées ou élevées pour leur comportement dans l'environnement, sont connues pour leur écotoxicité ou leur impact sur la santé humaine. Et donc, vous voyez que finalement, ce n'est pas étonnant de voir les effets en termes de bioessais. Donc, ce qu'on a voulu faire pour essayer de comprendre pourquoi on avait ces effets de toxicité, on a fait ce qu'on appelle l'empreinte chimique. Alors, je vais vous expliquer, ça semble compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. L'empreinte chimique, on va regarder de façon non exhaustive l'ensemble des molécules qu'on peut identifier dans l'eau potable. Ce que vous pouvez voir ici, les 4 lignes correspondent à l'eau brute. La ligne du dessous correspond à l'eau traitée qui est passée dans notre usine de potabilisation. Chaque petit trait que vous pouvez voir correspond à des molécules qui ont été identifiées. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est quand même rassurant, c'est qu'on arrive quand même à éliminer la quasi-totalité, une grande partie des molécules qui étaient présentes dans l'eau. Dans chaque puits, on a identifié plus de 106. À la fin, il en reste 33. Quand il y a une couleur, c'est qu'on peut donner un nom. Quand il n'y a pas de couleur, on ne peut pas donner de nom. Donc, ce que nous a montré ces empreintes, ces analyses-là, alors attention, là, on est capable de détecter des ultra-traces. On est extrêmement précis. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter à outrance pour chaque pic. En tout cas, ce que ça démontre, c'est qu'il reste 33 molécules dans l'eau traitée et qu'on est capable de donner le nom que de 7 molécules. On a été un petit peu plus loin avec notre autre partenaire, et eux, c'est 475 traces de molécules qu'ils ont retrouvées en sortie de charbon actif. Ça, en tout cas, c'est inquiétant. On voit qu'il reste beaucoup de molécules. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les deux approches en même temps, parce que ça nous a permis d'identifier des molécules qu'on ignorait, qui étaient présentes dans l'eau et qui pourraient expliquer les effets des bioessais. Donc, en conjuguant les deux méthodes, on essaie maintenant de modéliser, et on a une thèse à ce sujet avec un laboratoire. Ah, ça ne peut pas avancer. Peut-être. Pourtant, ça avance. Ça va chez nous. Il y a un décalage avec les écrans, en fait. Il y a un petit décalage avec l'écran, je suis désolée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche plus sur le. Il y a un petit temps de retard. Il y a un petit temps de retard. En tout cas, ce qui est intéressant, ah oui, effectivement. Regardez l'ordinateur. Conclusion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de faire une thèse avec un laboratoire INSERM pour justement tester ces micropolluants sur le neurodéveloppement. Et on teste également, par exemple, le R47-1811, le métabolite du chlorothalonil, voir son impact sur l'intestin, puisque c'est la première organe qui va être au contact de la molécule. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'il faut quand même être rassuré. Les normes sanitaires de l'eau potable sont extrêmement strictes. C'est l'aliment le plus contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours des analyses. Et donc, clairement, quand vous ouvrez le robinet, il y a une certitude, c'est extrêmement contrôlé. Ce n'est pas le cas de votre alimentation. Si ce que je vous ai expliqué, ça vous inquiète, alors vous devez vous inquiéter pour votre alimentation, puisqu'on sait qu'en termes de résidus, on peut avoir des poids jusqu'à 500 000 fois la norme qui est autorisée dans l'eau, eh bien, elle peut être 500 000 fois plus grande dans votre alimentation. Ce qui est intéressant, c'est que pour Atlantico, il faut protéger, sanctuariser les aires de captage, et pour nous, il n'y a pas 36 solutions. Sur les aires de captage, en tout cas dans notre région, qui représente 3,5% des aires agricoles, en fait, de la surface agricole, eh bien, il faut interdire les pesticides. Pour nous, c'est la seule solution, et évidemment, trouver des moyens pour indemniser les agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à faire leur métier, mais avec une agriculture dans laquelle on n'utilise plus de pesticides. Et ça, c'est extrêmement important, puisque si vous regardez l'étude Nitrinet qui a été faite par l'INSERM, eh bien, cette étude, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre que quand vous consommez une alimentation bio, vous réduisez de 31% l'obésité, vous réduisez de 30 à 36% le risque de diabète de type 2, 28% tout type de cancer confondu, 63% les lymphomes. Bref, j'arrête, c'est un médicament formidable. Et donc, on pense qu'en favorisant une agriculture qui n'utilise plus de pesticides sur nos captages, on va favoriser une alimentation qui sera saine. Et si le consommateur prend conscience de ça, en consommant cette alimentation, il protégera la qualité de l'eau potable et en plus de ça, il permettra de protéger sa santé. Donc, c'est extrêmement essentiel. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que dans certains cas, on est dans une impasse technique. Ça, c'est un petit captage qu'on a en Loire-Atlantique, dans lequel on avait mis 800 000 € il y a 7 ans pour moderniser l'étude. On l'a arrêté l'année dernière. On n'a aucune solution technique. On a détecté le DMS. Le DMS, c'est un métabolite
d'un pesticide. Alors, je vous ai mis ici les différents pesticides qui peuvent le donner. Bref, c'est un métabolite qui est extrêmement problématique parce que le charbon actif ne l'arrête pas, la nanofiltration n'est pas efficace et visiblement l'osmose serait efficace à peine 50%. Clairement, on n'a pas de solution technique. Autre problématique, c'est quand ça passe dans les filières de potabilisation. Si vous avez de l'ozone, qui est couramment utilisé, vous transformez le DMS en NDMA, qui est une nitrosamide cancérigène. Si vous n'avez pas d'ozone, mais vous avez forcément de la chloration à la fin, le chlore agit sur le DMS, le modifie et il disparaît de votre eau potable comme par magie. C'est pour ça qu'à Atlantico, on a décidé de fermer le captage pour protéger la santé des consommateurs. Je crois que j'ai terminé et je ne suis pas sûr d'avoir rassuré tout le monde. Merci beaucoup, Michael. Et donc, on va poursuivre cet état aussi des pratiques de traitement de l'eau en s'intéressant cette fois à nous, ce qu'on est capable de mettre en place du côté de l'ingénierie. Et donc, en se tournant vers nos collègues pour savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on agit à travers nos métiers pour traiter le problème. Michael nous a déjà fait un bon cours de traitement d'eau, mais je vais tenter de continuer. Pour protéger la ressource, après avoir protégé la ressource, donc on s'attaque au traitement, on doit répondre. En 2 mots, avant le traitement, M. Dorangeon, on a constaté qu'un captage est contaminé. Est-ce qu'on peut encore reconquérir la qualité de l'eau? Donc oui, il y a des outils de prédiction, de calcul. Donc simplement, sans rentrer dans le détail, on est capable de suivre le transfert de ces pesticides depuis la surface jusqu'au captage et d'agir par des pratiques agricoles en faisant des scénarios de changement de pratiques culturelles. Alors, quand on a le constat justement que l'eau est contaminée, la première solution, c'est d'aller trouver une autre ressource ailleurs, plus profonde, moins vulnérable. C'est pas très satisfaisant intellectuellement, c'est pas toujours le plus intéressant aussi économiquement. Et où on peut aussi essayer de prédire l'évolution à terme. Donc on sait simuler. Et vous avez un graphique, c'est sur droite, qui vous montre des scénarios de réduction de l'application des produits, voire l'arrêt complet. À quel terme on peut reconquérir la qualité de l'eau. On peut aussi agir de manière ciblée et donc par des actions volontaristes agro-environnementales, de changement de pratiques culturelles. Ou, comme le soulignait M. Dorangeon, on peut prendre la décision d'arrêter l'usage total des pesticides sur toute ou partie de l'aire d'alimentation du captage, de façon à aller encore plus vite dans la reconquête de la qualité de l'eau et d'avoir un territoire absolument sécurisé. Donc là, maintenant, je peux passer sur la partie traitement. Donc, il faut savoir que pour répondre donc, aux normes d'eau potable, on doit répondre à des réglementations qui sont relativement complexes et en constante évolution. En constante évolution, parce que les molécules, on les découvre tous les jours, comme on les a vues. Et en plus, on a des données scientifiques qui sont tout le temps complétées au fur et à mesure qu'on récupère des données de toxicologie. En France, on a transposé la direction européenne qui a été révisée en 2020. Et les composés dont on a parlé, les PFAS, etc., font partie de cette nouvelle réglementation. Je voulais juste souligner un point, donc il y aura des évolutions. Actuellement, les microplastiques ne sont pas sur les listes de vigilance, mais on imagine bien qu'ils vont le faire, qu'ils vont y être. Et nous, quand on construit une filière de traitement, on doit toujours anticiper ces évolutions réglementaires et donc réfléchir à quelle filière de traitement on va choisir pour répondre aux normes de demain. Donc, quand on construit une filière évolutive, il faut à la fois qu'elle soit au niveau de sa conception, on prend des marges de dimensionnement. On peut aussi réserver de l'espace pour un traitement complémentaire si on a besoin d'avoir des futures étapes de traitement. Mais il n'y a jamais de solution universelle. Il y a des composés qui ne sont pas traités par le charbon et des composés qui peuvent être traités par la nanofiltration ou l'osmose inverse. Pour les microplastiques, j'ai quand même quelques bonnes nouvelles pour aujourd'hui. On a une bonne élimination des microplastiques par les filières de production d'eau potable. En général, on a 90, voire parfois 99% d'élimination. Et vous pouvez le voir sur votre graphique sur la droite, que sur tout le long de la filière de traitement, on a un abattement des microplastiques. Pourquoi? Tout simplement par rapport à leur taille. Vous voyez, au niveau de la filtration sur sable, les microplastiques ils vont être bien retenus. Si on a des nanoplastiques, on va avoir des technologies qui vont pouvoir éliminer les nanoplastiques de manière plus efficace. Les microplastiques dans l'eau en bouteille, il y a des études qui ont démontré, là on est sur du x100 ou sur du x1000.
Je ne vais pas être exhaustive dans les filières de traitement, mais on a parlé déjà de l'absorption sur le charbon actif. Donc, comment ça se passe? On a un transfert de pollution de l'eau qui est du micropolluant qui est en solution et qui va s'absorber sur la surface, une énorme surface de charbon actif qui a la propriété de capter ces polluants. Comme on l'a dit, en fonction de la molécule, on va vraiment avoir des efficacités qui peuvent être très différentes. Et là, je vous donne l'exemple de deux composés perfluorés, le PFOA, qui n'est pas du tout la même molécule que le TFA. Et de par ces différences, on a le TFA qui n'est pas du tout capté par le charbon actif. Des problématiques sur l'utilisation du charbon actif, des coûts très élevés en exploitation, avec des doses très élevées quand on a des composés qui sont difficiles à abattre. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite du déchet quand il est capté sur le charbon actif en poudre? Est-ce que tu peux passer, j'ai des exemples là pour que vous puissiez voir les différents types de charbon, parce qu'il y a des tailles, de la poudre, du grain, du micrograin. Juste un petit focus. Là, ça passe pas. Ah, donc, les traitements membranaires, ils ne sont pas toujours efficaces, mais ça reste quand même les filières qui sont les plus efficaces pour capter les micropolluants. Ce qu'il y a noté, donc, c'est qu'on utilise des membranes qui peuvent être sous différentes formes, mais qu'il faut une pression très élevée pour pouvoir retenir les composés. Et donc, ça génère des consommations énergétiques qui sont assez élevées, en général plus de 30% par rapport à des filières conventionnelles. On a aussi des pertes en eau qui sont plus importantes. Donc ça pose la question de comment est-ce qu'on utilise la ressource. Et une fois qu'on a concentré la pollution, on est souvent dans l'impasse, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ce concentrat? Donc, on est toujours sur un transfert de pollution. On a des solutions pour traiter, mais on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va valoriser les sous-produits. Je fais passer aussi, donc, il y a les petites membranes. Vous pouvez voir les membranes fibres creuses. Quelques exemples juste en photo. On est sur le territoire d'Atlantico, donc en Loire-Atlantique, l'usine de North-Shore sur laquelle on a travaillé. Sur la photo de gauche, vous avez les trois petits bidons qu'on avait initialement qui traitaient très bien l'atrazine. Et on a maintenant mis en place des réacteurs beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de coûts de traitement. Une unité à plus de 6 millions d'euros d'investissement et des coûts d'exploitation des centaines de milliers d'euros pour le charbon, pour traiter l'eau. Et une vision avec des technologies membranaires, le syndicat des eaux d'Île-de-France qui investit 870 millions d'euros pour 3 usines, pour les 3 grosses usines du territoire du syndicat des eaux d'Île-de-France. Si vous êtes intéressé et que vous êtes sur le territoire, vous pouvez aller visiter l'usine de Nord-sur-Eure qui a des portes ouvertes au mois de décembre. Et je fais une petite pub pour le guide ASTE auquel on a participé, qui pourra répondre à énormément de vos questions sur les pesticides et les métabolites de pesticides. Et il y a un webinaire le 7 novembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Amandine. Et pour finir, on va parler des stations d'épuration, le moment que tout le monde attendait, j'en suis sûr. Sur les stations d'épuration, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on l'a vu, c'est une source de micropolluants dans le milieu environnemental relativement importante. On en a parlé dès le début. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La réglementation actuelle, il n'y a pas d'obligation de traitement sur les stations d'épuration. On n'est pas obligé de mesurer ce qui rentre et ce qui sort, ni d'atteindre une certaine quantité, un abattement. Les stations d'épuration sont de toute manière pas prévues pour traiter ces micropolluants. Il y a quand même des dispositifs qui permettent d'acquérir un petit peu de données sur certaines molécules. Il y a notamment le dispositif RSDE, donc la recherche des substances dangereuses dans les eaux, qui est en place depuis déjà 2002 et il y a eu plusieurs campagnes à peu près tous les 5-6 ans où on va chercher en entrée et en sortie de station d'épuration des micropolluants tels que les pesticides, les métaux, les hydrocarbures, PCB. Et ça permet d'acquérir pas mal de connaissances sur comment fonctionnent les traitements, ce qui rentre, ce qui sort. Il y a d'ailleurs, depuis les années 2020, aussi, à la suite de ces diagnostics qui sont réalisés, une demande au maître d'ouvrage d'aller chercher d'où viennent ces molécules qu'on retrouve dans les eaux usées. Bon, malheureusement, c'est souvent des sources très diffuses. En gros, il y a des petites sources un petit peu partout sur le réseau et c'est difficile de trouver exactement d'où ça vient. Tout ça, ça évolue. Il y a un texte qui va sortir incessamment sous peu au niveau européen, donc la nouvelle directive européenne sur les eaux résiduaires, qui est attendue dans quelques mois, qui va imposer un traitement des micropolluants sur les grosses stations d'épuration dans un premier temps, donc plus de 150 000 équivalents habitants. En gros,
pour les Nantais, les 2 grosses stations d'épuration de Nantes seront soumises à ces obligations-là. Et plus pour aussi des plus petites, donc 10 000 équivalents habitants, lorsque le rejet peut avoir un impact. Donc, s'il y a des usages, baignades ou stray-écoles à la sortie de la station d'épuration, on pourra imposer aussi ce traitement des micropolluants. On est sur un modèle relativement similaire à ce qui est fait en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a 12 substances témoins qui ont été sélectionnées. C'est principalement des résidus médicamenteux et on imposera un taux d'abattement. Donc, il faudra qu'il y ait au moins 80% de substances en moins à la sortie des stations d'épuration. Et tout ça, ça veut dire qu'on va partir sur des traitements complémentaires, puisqu'à l'heure actuelle, les stations d'épuration ne traitent pas ça. Et on sait quand même quelques trucs, quelques aspects à l'heure actuelle. Je vous ai parlé du mécanisme RSDE où dans les eaux, on a déjà un peu de recul sur ce qui rentre et ce qui sort. Il y a un paramètre dont je peux parler rapidement qui s'appelle le log de KOW, qui est en gros, est-ce que ma molécule, mon micropolluant, il aime l'eau ou il n'aime pas l'eau? Et en fait, dès qu'on est capable de connaître ça pour une molécule, assez rapidement, on va pouvoir savoir où est-ce qu'elle va finir dans ma station d'épuration. Est-ce qu'elle va finir dans mes goûts? Est-ce qu'elle va partir à l'atmosphère? Ou est-ce qu'elle va la traverser sans que rien ne se passe? Donc, c'est pour ça que c'est un paramètre assez important de suivi. Donc, tout ça, ça nous donne déjà quelques informations sur le devenir de ces molécules. Mais, comme je le disais, il va falloir qu'on les traite. Ça va être une imposition réglementaire. Et donc là, on va suivre avec 10 ans de retard ce qui a été mis en place en Suisse. Donc la Suisse, depuis 2016, ils ont cette réglementation. Et à horizon 2035, ils l'auront déployée sur toutes les principales stations d'épuration. Et ce qu'on voit là-bas, c'est qu'un traitement classique, ça ne permet pas d'atteindre les 80% dont je parlais précédemment d'abattement. Et donc, on va devoir rajouter des traitements, ce que présentait Amandine, c'est-à-dire sur charbon actif, en poudre ou en grains, de l'ozonation. Et donc, ça veut dire des consommations de réactifs supplémentaires, des consommations énergétiques supplémentaires. On n'est pas trop dans une optique de neutralité et de sobriété, mais malheureusement, si on veut garantir et réduire ces rejets de micropolluants, il va falloir qu'on aille vers ce type de traitement. Et c'est tout. Merci beaucoup, Emmanuel. Eh ben, un grand merci à tous nos intervenants. C'est le moment que vous attendiez aussi, c'est le moment des questions. Donc, j'imagine que vous avez toutes et tous noté vos questions. Alors, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre directement la parole pour qu'on ne passe pas à côté de vos interventions et de vos questions. Il y a une question au tout début. Et il y a une première question. On a reçu 2. Elle est très longue, donc soit je la lis, ou soit Alan, tu veux prendre la parole et je ne sais pas si Alan est toujours là. Alan, est-ce que tu es connecté? Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Oui. On t'invite à poser directement tes questions. Ok. Pour faire simple, effectivement, c'était un peu long et c'est peut-être plus trop en phase avec le sujet. Moi, j'avais des interrogations quant au sujet du chlordécone en France. On entend beaucoup parler dans les Antilles françaises, mais pas sur le territoire métropolitain. Et je voulais savoir si vous aviez des données là-dessus quant à la pollution des eaux et des sols ici. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Je peux prendre la parole si c'est OK. Je n'ai pas un élément vraiment pertinent à apporter à la question, mais en fait, le chlordécone, c'est vraiment un pesticide qui a été ciblé pour les Antilles parce qu'il est très efficace pour la problématique des bananes, chose qu'on n'a pas sur le territoire métropolitain. Par contre, en métropole, on a quand même des concentrations qui sont inquiétantes. Mais ça va pas être dû à là où le chlordécone, ça c'est aussi un autre débat. Ça va être plutôt du glyphosate, du DDT et autres pesticides. Voilà. Mais le chlordécone en métropole, non. Ni même de métabolite. Si je peux apporter une précision, si ça peut rassurer, si on n'a pas toutes les analyses, c'est une molécule qui est assez peu soluble dans l'eau et qui est très bien éliminée par les filières de traitement, notamment l'absorption sur charbon. Ce qui fait que la problématique dans les Antilles, c'est aussi beaucoup de la pollution du sol et on ne retrouve pas forcément quand on a mis en place un traitement
sur une usine, on l'élimine bien. Parfait. Alan, ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Merci pour les réponses. Très bien. Il y a une question de Madame Malherbe, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle est là, sinon je vais la lire, mais un peu au cas où. Bon, vas-y. C'était bonjour, je vous remercie pour toutes ces explications. Nous avons également des constats de contamination sur nos territoires, pesticides, microplastiques, résidus médicamenteux. Mais quelles solutions avez-vous des suggestions, notamment, mais du coup c'était un peu, notamment vis-à-vis des résidus médicamenteux où il est difficile de communiquer et de demander de limiter la consommation? Bon, donc je pense qu'effectivement, on a essayé d'apporter des réponses C'était pendant le... en cours de route. Je ne sais pas si vous êtes toujours connectés. Il y a quand même des réponses en fait, c'est-à-dire que c'est une vraie compréhension des enjeux et avoir une approche qui est clairement systémique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système actuellement de santé qui est un système où on va traiter les pathologies et pas prévenir et anticiper. Ça veut dire que si on veut agir, il faut prévenir les pathologies pour lesquelles on va retrouver de nombreux médicaments dans l'environnement. Et finalement, quand on regarde les médicaments qu'on retrouve dans l'environnement, on va traiter la dépression, on va traiter de l'hypertension, on va traiter du diabète. Ça, c'est des médicaments pour lesquels, si on fait de la prévention, on va réduire drastiquement le nombre de pathologies. Et c'est ce que je voulais expliquer avec l'étude Nutrinet. L'étude Nutrinet montre que les gens qui consomment une alimentation biologique, mais de façon régulière et pas forcément que de l'alimentation biologique, ont des réductions massives de toutes ces pathologies pour lesquelles on va utiliser ces médicaments. Donc il y a des solutions. C'est avoir une approche systémique, informer massivement la population sur la connaissance que l'on a aujourd'hui pour qu'on ait une alimentation qui soit plus saine. Et par conséquent, sur une alimentation plus saine, on préviendra les pathologies. Au passage, on réglera très probablement une partie de la crise sanitaire. Et en plus de ça, on aura des impacts forts sur le milieu, puisqu'on va réduire les intrants qu'on n'arrive pas à dépolluer dans l'eau et qui viennent aussi contaminer la biodiversité. Donc c'est vraiment une approche qui est systémique. Mais il existe des solutions. Et si je peux ajouter un petit commentaire, effectivement, la pollution dans les milieux aquatiques, elle dépend, en termes de résidus médicamenteux, elle dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Un, parce qu'on a des modes de gestion qui sont différents, et deux, parce qu'on arrive quand même à cibler aussi certaines... disons que dans les pays développés, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de médicaments en lien avec l'obésité, le diabète. Voilà. Donc, effectivement, moi, je suis complètement d'accord pour faire de la prévention. Et en plus, les résultats nous montrent le type de famille à cibler dans chaque partie du globe, on va dire. Alors, on continue avec une question de Christelle qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur ce qui a été dit par Monsieur Derangeon sur effectivement tout ce qui est préventif. Et en y réfléchissant, je me faisais un peu la réflexion d'une boucle qui se bouclait. Quand on parle d'alimentation, en fait, c'est la manière dont on s'alimente qui fait quelque part la qualité de nos ressources. Et c'est nos ressources, quelque part, qui nous alimentent. Et moi, je travaille sur l'agriculture et tout ce qui a été dit sur le bio et sur la prévention, c'est quelque part, si on veut avoir une meilleure qualité de ressources, que ce soit celle des eaux, des sols, qui derrière produiront des aliments de qualité et sains, eh ben, il faut commencer par faire une agriculture saine qui préserveront nos ressources, qui du coup pourront nous permettre de nous nourrir sainement et éviter un certain nombre de maladies. Alors, il n'y a pas que l'alimentation dans les maladies, mais quelque part, l'alimentation et la manière dont on s'alimente, c'est aussi la qualité de notre eau, c'est la qualité de notre sol, c'est la qualité de notre air. Donc voilà, c'était un peu pour dire que tout ça, ça fait système et que effectivement, c'est aussi un peu une boucle. Alors, il n'y a pas que ça, mais je trouve que quand même, c'est assez cohérent. Par contre, il est clair qu'on hérite d'un passé et que ce passif, il faut qu'on arrive à le gérer et que effectivement, les modes curatifs, c'est l'amélioration de la connaissance et le mode curatif, c'est un des outils. Mais si on veut quand même essayer de miser sur l'avenir, je pense que la réduction d'un certain nombre d'usages ou des changements de comportement assez profonds en tant que citoyen et consommateur, c'est quand même là la clé, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parier sur le fait qu'on ait toujours de la technologie ou du curatif pour dire qu'on arrivera toujours à suppléer à des usages qui sont pas forcément durables et régénératifs pour nos ressources.
voilà, c'était un peu la remarque que je me faisais quand j'ai entendu Monsieur Derangeon parler du bio, de l'alimentation, et je me suis dit, bah tiens, effectivement, c'est une boucle. Voilà, c'était tout. C'était pas tant une question. Et merci pour la qualité de toutes les interventions, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Christelle. Si je peux juste rajouter un petit commentaire, c'est aussi prendre soin de la santé des agriculteurs qui fabriquent notre alimentation. Aujourd'hui, il y a un fonds d'indemnité qui indemnise les agriculteurs qui sont malades à cause des pesticides, qui indemnise les agriculteurs, mais qui indemnise aussi les enfants d'agriculteurs qui peuvent avoir des cancers ou des malformations qui sont reconnus comme étant des victimes. Donc ça veut dire que c'est aussi prendre soin de leur santé et pas que de la nôtre. Très bien. C'est Malherbe, je pense que c'est Mme Malherbe qui a posé la question sur quelle solution, qui lève la main, pardon, je vais y arriver. Je sais Alors, pas si... Malherbe, si vous nous entendez, vous avez la parole. Je sais pas si... Et si vous pouvez vous présenter, vous dire d'où vous parlez aussi. Oui, bonjour, Béatrice Malherbe. Donc moi, je travaille dans un syndicat mixte où on s'occupe de gestion des milieux aquatiques. On a fait des recherches effectivement on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé sur les pesticides et on a fait des recherches récemment sur les résidus médicamenteux dans les eaux de surface. Donc on a fait le constat de présence, notamment de résidus qui sont ciblés au niveau des limites de détection au niveau européen, etc. Et au niveau des solutions, c'est ce que je disais là, donc j'entends bien vos réponses sur la communication sur l'alimentation, mais on serait peut-être en attente, on est en recherche d'intervenants potentiels sur ces questions-là, parce qu'on a vraiment été confrontés à qui pouvait nous apporter un petit peu des pistes, de l'analyse. C'était compliqué. Donc on a des constats un peu bruts, mais on a du mal à trouver des spécialistes sur ces questions-là et des sources pour pouvoir intervenir auprès du public. Je ne sais pas si je suis claire dans Au niveau de la thématique, c'était plus une problématique pour mieux caractériser vos pollutions, ou est-ce que vous avez plus des besoins pour traiter votre eau Non, la caractérisation, on est allé assez loin dans la caractérisation et l'identification des molécules et des molécules ciblées. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? On a du mal à communiquer dessus pour savoir comment communiquer auprès du public et comment apporter quoi leur dire pour leur dire il faut limiter parce qu'il y a des risques pour la santé, mais en même temps, on est sur des sources médicamenteuses, donc comment faire pour communiquer et avancer sur ces questions-là, mais vraiment au niveau des eaux de surface. On n'est même pas ni sur l'alimentation en eau potable, ni sur les sorties de stations d'épuration. On a fait aussi en sortie, mais on n'en a pas que en sortie de station d'épuration. Et on ne sait pas quoi faire de ces résultats pour limiter et savoir quoi faire de ces résultats qu'on a eus. Là, vous avez plus un besoin d'accompagnement pour améliorer la prévention, la protection de la ressource. Oui, un besoin d'accompagnement, de connaissance des personnes qu'on peut contacter. On a vraiment été confrontés à ça, même en interrogeant les agences de l'eau, les ARS, etc. On n'a pas trouvé de spécialistes localement qui pouvaient nous aider sur ces questions-là. Je pense que chez SEI, il y a des personnes qui peuvent vous aider. On va prendre vos coordonnées et puis on reviendra vers vous pour échanger. D'accord, bien. Merci de votre témoignage. Oui, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, moi j'avais une question pour vous, Arnaud Bringer. On a entendu parler de la Suisse un peu comme un pays qui avait une longueur d'avance sur nous à plusieurs reprises, qui semble un peu à la pointe de la façon d'aborder le problème. Vous, de votre point de vue, et notamment sous l'angle de la recherche, où est-ce que sont les pays qui ont des pratiques intéressantes, puisque est-ce que la Suisse, c'est surtout une avance technologique ou c'est aussi une avance dans la prise de conscience et justement des évolutions de comportement qui donnent cette longueur d'avance, et où sont selon vous les sujets de recherche qui ne sont pas encore ceux que vous avez sur la table aujourd'hui, mais qui pourraient l'être d'ici quelques années?
C'est une question complexe pour finir, mais je pense que la Scandinavie et les pays du Nord sont bien mieux avancés que nous sur le sujet analytique, tout d'abord. Sur les sujets de recherche aussi, ils ont beaucoup publié sur des solutions de remédiation et des solutions de lutte contre les microplastiques. Après, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite sur des prototypes, que ce soit des barrages flottants, que ce soit des réservoirs aspirants au niveau des ports ou choses comme ça, qui ont été beaucoup médiatisés et qui ont brassé beaucoup de budget, mais qui forcément sont pas forcément adaptés pour la grandeur de nos écosystèmes. Et de toute façon, je pense que la conclusion vient de la lutte à la source. Donc forcément réduire le plastique dans nos utilisations de tous les jours, réduire l'industrialisation du plastique. Après, vous allez me poser la question, remplacer par quoi? Donc là, ça sera pas moi le spécialiste pour répondre à cette question-là. Après, en termes de recherche scientifique, voilà, nous, on se rapproche beaucoup des Allemands, mais aussi de la Scandinavie, qui sont bien plus avancés et qui travaillent aujourd'hui sur des solutions aussi pour détecter les nanoplastiques. On a beaucoup de mal, d'un point de vue des outils analytiques, à aller vers ce type de détection de manière un peu plus automatisée. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Il y a une nouvelle question. François Delavaux. François, tu as la parole. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour le hub et la qualité des interventions. Merci Amandine et Emmanuel. Première remarque, moi je me dis que ce hub, il faudrait aller le faire à l'Assemblée nationale. Parce que ces gens-là ont été formés il n'y a pas très longtemps à la notion de l'impact climatique, donc il faut que on leur mette tout ça dans la tête. Bref, ça aurait plein de sens. En fait, une question que je t'ai posée tout à l'heure, Amandine, et peut-être que du coup, comme il y a plusieurs intervenants, j'aimerais avoir leur son de cloche. On a parlé des molécules de résidus pharmaceutiques. À ce jour, est-ce qu'on a des politiciens qui mèneraient un projet de principe de pollueur-payeur pour que ce soit les industries pharmaceutiques qui payent ce qu'on va mettre sur les stations d'épuration et pas nous? Voilà, question. Je peux répondre sur la partie station d'épuration. Effectivement, la directive européenne qui va sortir fin 2024 impose que toute entreprise qui mettra sur le marché européen une molécule, il y a une limite de tonnage, devra contribuer à un fonds qui devra couvrir 80% des coûts d'investissement et de fonctionnement des installations de dépollution des micropolluants sur les stations d'épuration. En Suisse, par exemple, c'était un autre mécanisme qui a été fait, c'était une taxe supplémentaire sur les mètres cubes d'eau consommés. Donc chaque individu, en fait, chaque consommateur payait. En Europe, c'est un mécanisme différent. Enfin, dans l'Union européenne, c'est un mécanisme différent qui là est à se mettre en place, où avec un principe pollueur-payeur, enfin metteur sur le marché de substances polluantes, payeur du traitement après. Voilà. Pour mais du coup, ton ressenti, c'est de se dire quoi? Ils vont nous augmenter le prix des médicaments et puis finalement ça roule? J'en sais rien. Le mécanisme est encore vraiment à créer et à définir au niveau de chaque État. Donc, potentiellement, histoire de conserver les marges. Ok, en tout cas, intéressant. Merci, Manuel. C'est une question qu'on a tous les jours sur le terrain. Nous, en tant qu'élus, on est à portée de baffe, j'ai l'habitude de dire. Et souvent, on se fait justement... on a des remarques fortes là-dessus, comme quoi que c'est pas aux citoyens de payer. Je vois une usine de Nord-sur-Erdre, on met 6 millions d'euros. On sait qu'on va probablement trouver d'autres molécules. Est-ce que notre usine sera efficace? On n'est pas sûr. Et les citoyens sont en colère. C'est pas aux citoyens de payer. Et c'est vrai que c'est une vraie question qui est importante. Et d'ailleurs, je pense que si on rajoutait, si les pesticides étaient plus chers parce qu'on prenait en considération le coût de leur dépollution, je ne suis pas sûr que cette agriculture serait toujours aussi concurrentielle d'autres types d'agriculture qui ne les utilisent pas, en fait. Ça serait peut-être une façon de rééquilibrer, d'ailleurs, côté concurrentiel. Je rejoins totalement. Voilà, merci. Merci, François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, mais moi, j'en ai une beaucoup plus légère et moins technique. Suite à cette présentation, on répond quoi à quelqu'un qui nous dit du coup je vais continuer de boire de l'eau en bouteille parce que ce que vous me dites ça me donne pas envie de boire l'eau du robinet? Parce que des fois nous on a ces personnes, des fois après on n'est pas trop mal lotis sur le secteur, en tout cas pour les Nantais, donc il n'y a pas trop de raison,
Mais quand on est confronté à des personnes qui sont pro pack d'eau à chaque plein de courses, ça les conforte peut-être dans leur position de voir ces statistiques-là, pardon. Donc, vous, les pros, qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens? En fait, si on est là aujourd'hui pour communiquer, c'est parce qu'on est transparent, c'est parce qu'on donne l'information, c'est parce qu'on a envie que quand le consommateur il tourne le robinet, il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on nous cache. Et à ma connaissance, dans le réseau d'eau potable de Loire-Atlantique, on n'a pas de bactéries fécales comme on peut retrouver dans certaines eaux en bouteille. Et ça, qui sont présentes visiblement depuis des années et que ça a été caché. Donc, on les paye plus cher. Alors, peut-être que les bactéries fécales peuvent favoriser le microbiote. Moi, j'ai pas trop envie de consommer ce genre de choses. L'eau en bouteille, oui, présente des problématiques, c'est sûr. Par contre, c'est extrêmement contrôlé. Il y a des autorités indépendantes. L'ARS fait le travail. Donc, oui, on a des problèmes. Et finalement, si on se pose la question, est-ce que je dois acheter une eau en bouteille ou une eau de robinet, j'ai envie de dire, la première chose, c'est quelle alimentation j'ai. Et peut-être que plutôt que d'acheter de l'eau en bouteille qui coûte très cher, mettons-le dans une alimentation bio et in fine, on améliorera la qualité de notre eau. Donc clairement, même si tout n'est pas parfait, l'eau du robinet, elle est quand même sécurisée et on sait ce qu'il y a dedans. Et j'ai envie de dire, la question qu'on va se poser par contre, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est à qui on s'adresse. Est-ce que c'est une maman qui va avoir son petit bébé? Est-ce que c'est une maman qui fait le biberon de son bébé? Et là, effectivement, on va se poser la question, on va regarder dans notre secteur quelles sont les teneurs en nitrates, quelles sont les teneurs en pesticides. Et là, peut-être qu'effectivement, si on est dans un secteur où c'est trop pollué, on peut peut-être se poser la question, quel est le bénéfice-risque par rapport à une bouteille qui serait dans les teneurs respectables, en ayant l'assurance que c'est pas passé 3 semaines en plein soleil sur le parking dans la bouteille en plastique. Voilà, on peut se poser des questions. Donc, je pense que ça dépend du secteur où on est. Mais dans la majorité des cas, si on a un individu en bonne santé, pour moi, la question, elle n'est pas sur l'eau potable, elle est clairement sur l'alimentation. Et c'est pas pour défausser la responsabilité de l'eau potable, c'est réellement une échelle de risque. C'est vraiment ça, en fait. Enfin, je donnais l'exemple tout à l'heure, les 3 molécules dans l'eau potable qui sont capables de donner un impact déjà sur la santé. Quand on regarde, par exemple, dans du céleri, le pyriméthanil, il en a le droit à 20 mg. 20 mg, c'est 200 000 fois ce qu'on a le droit dans 1 litre d'eau. Qu'est-ce que je veux dire en termes de ratio? Ça veut dire que si vous mangez une purée de 250 grammes et que vous n'avez pas de chance, c'est un céleri qui contient ces pesticides, parce que 18% des céleris qu'on achète en France dépassent ces 20 mg. Eh bien, avec 250 grammes de purée de ce céleri, vous allez consommer la quantité de molécules qu'on aurait droit dans 50 000 litres d'eau. Voilà. C'est simple, c'est vraiment la première question. Pour moi, c'est de l'alimentation, clairement. De la même manière, on peut aussi leur répondre qu'il y a plein de microplastiques dans les eaux en bouteille. Et qui dit microplastique dit additif plastique, donc perturbateur endocrinien. Et voilà. Donc à choisir, moi je ne sais pas. Les études ont aussi démontré qu'il y avait des PFAS dans les eaux en bouteille. Elles ne sont pas épargnées par ces contaminations. Il faut savoir aussi, c'est que la plupart des eaux de source en bouteille sont distribuées dans un rayon assez limité parce que l'économiquement, c'est pas rentable de les emmener au-delà. Donc, avec un peu de chance, vous achetez la même qualité d'eau au robinet que dans la bouteille du forage d'à côté. C'est les mêmes. Si vous voulez payer plus cher. Et avec des plastiques en plus. Est-ce qu'on t'a rassuré? Moi, c'est plus pour avoir des armes pour répondre. Mais oui, c'était complet. Merci. Très bien. Eh ben, on est arrivé au bout du temps. Pour clore ce hub, je propose peut-être de redonner la parole à chacune et chacun de nos intervenants pour un mot de la fin. L'idée, ce n'est pas de refaire une intervention, mais juste si vous avez un message ou envie de partager quelque chose avec nous. En commençant peut-être par vous, Arnaud, ensuite Alice, et puis ensuite on terminera ici dans la salle. Merci encore à vous pour l'organisation et pour ma participation. Un mot de la fin, moi, ça serait plus sur les projets de recherche et développement, plus accentuer le partenariat entre académique et privé. Moi, je me suis rendu compte beaucoup dans mes expériences que le public était peut-être un petit peu trop renfermé sur eux-mêmes et avait du mal à aller sur des collaborations avec le privé. On voit que ça se développe de plus en plus depuis quelques années. Je pense qu'il faut continuer à le faire et ça mènera à des beaux projets permettant de répondre à beaucoup de questions, à beaucoup de problématiques. Merci beaucoup. En tant qu'acteur privé, on est là aussi pour ces partenariats-là. Merci. Alice, peut-être avec un mot aussi, du coup, dans le mot de la fin, un mot sur peut-être tes futures missions à Créocéan et comment est-ce que tu imagines pouvoir agir dans tes futures fonctions par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais repasser un deuxième entretien.
Merci déjà pour l'invitation. C'est vrai que c'est des questions qui restent très complexes, même pour nous qui avons le nez dedans au quotidien. C'est sûr qu'il faut réussir à prendre un peu de recul parce que sinon, je crois qu'on devient fou en fait. Effectivement, on a plein de questions, mais alors est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet? Est-ce que, en fait, tout ce qu'on fait, on a l'impression que ça pollue? Euh, et, et, et c'est vrai en fait, quand on se penche sur notre quotidien, c'est quand même, oui, c'est pas rien en termes d'impact environnemental. Après, il ne faut pas devenir parano non plus, je pense. Je pense qu'il faut prendre quand même un peu de recul sur notre vie de tous les jours, essayer de faire au mieux chacun, parce on a certes, nous, une possibilité à notre échelle de faire des choses. Après, si la réglementation ne suit pas derrière ou que les industries nous proposent aussi toujours des choses pour nous appâter, ça devient compliqué. Merci. Voilà. Concernant mes missions chez Créocéan, là, comme ça, à chaud, je vous dirais qu'on peut en reparler dans quelques mois. Mais moi, j'ai été embauchée en tant que chargée d'études. Après, je compte bien apporter quand même, d'une manière ou d'une autre, mon expertise en écotoxicologie dans l'émission. À voir maintenant comment. Mais ça me donne des idées. Parfait, c'est le but. Merci Alice. Michael. Je pense qu'en fait, il y a, je dirais 3 points. Le premier point, on a parlé de choses qui sont vraiment anxieuses aujourd'hui, mais si on est tous là, je pense que c'est parce qu'on est convaincu qu'il existe des solutions. Et si on n'était pas convaincu qu'il existe des solutions, je pense qu'on ne serait pas là pour en parler de ce côté anxiogène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé de risque avec l'eau du robinet. En fait, il faut bien comparer les échelles de risque. Je dis toujours la même chose, mais quand votre bébé vient de naître, quand vous commencez à lui donner à manger, vous êtes en train de le tuer. On a un certain pouvoir oxydatif. Maintenant, si vous lui donnez une bonne alimentation, puis qu'avec un peu de chance, il a des gènes de gènes calmants, il va vivre 120 ans. Si vous lui donnez pas à manger, vous lui faites pas prendre de rythme et vous le tuez en quelques jours. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir toujours à l'esprit, cette notion de balance risque. Et puis, le dernier point, si vous êtes inquiet par votre qualité d'eau, eh bien, soyez acteur. Et allez voir où est produit votre eau, regardez les captages. Vous verrez souvent, il y a des gens qui produisent sur les captages une agriculture qui est en grande difficulté aujourd'hui, qui n'utilise pas de pesticides. Eh bien, un geste citoyen, c'est d'aller chez ces producteurs-là, de leur acheter leur production, et du coup, vous participez directement à financer la qualité de l'eau et votre propre santé. Donc, on peut tous agir juste par des petits gestes de tous les jours. Merci. Emmanuel? Moi, je resterai sur l'image du cercle qui a été évoqué par Miguel et Christelle. Voilà, que l'amélioration de l'eau vient par l'amélioration de l'alimentation, qui impacte l'environnement également. Et voilà, comme quoi tout est lié et que en travaillant sur un des aspects du programme et du problème et en sortant de l'aspect purement curatif, on arrive à avoir des impacts sur vraiment énormément de choses au niveau santé, environnement et tout ça. Et pour le coup, ça donne une possibilité d'action. Ouais, et on voit un peu ce sur quoi on peut agir. Très bien. François-Xavier. Je voulais juste revenir un petit peu sur les leviers. Donc, on a beaucoup parlé de qualité d'eau et je rappellerai aussi que c'est très lié à la quantité également. Et donc, face aux défis climatiques, c'est un autre challenge auquel on travaille et notamment, nous, on essaie de réfléchir sur l'aspect connaissance et puis travail en concertation sur les nouveaux outils comme l'intelligence artificielle qui permet de faire des économies d'échelle de réflexion puisque tout ça coûte très cher à réfléchir. Et donc, voilà, on va travailler sur ces sujets-là. Merci. Et Amandine, le mot de la fin. On avait parlé de nos stress à la fin du hub, donc moi je suis contente d'avoir pu partager ces éléments et tous les différents métiers avec vous. Donc j'espère que vous avez pu mieux comprendre toutes ces problématiques et mieux comprendre, comme j'avais dit en introduction, c'est déjà passé à l'action. Et je vous invite à continuer à vous renseigner sur tous ces sujets, à bien sourcer les informations et bien ne pas aller sur des articles qui peuvent être faux, essayer de confronter les points de vue, écouter les personnes, partager. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à un atelier de la fresque de l'eau que j'anime et que d'autres animent, d'autres collègues, dont Emmanuel, pour pouvoir partager ça avec vos amis, avec vos collègues, et puis pour qu'on puisse être plus nombreux à agir sur ces sujets.
Merci beaucoup. Un grand merci à nos intervenants. Merci à nos partenaires aussi, à ceux qui nous ont rejoints, nos invités extérieurs qui ont assisté à ce hub. Madame Malherbe, on notera vos coordonnées, on reprendra contact avec vous. Merci beaucoup à Amandine, François-Xavier et Emmanuel qui ont été à la manœuvre pour préparer ce hub, à Marine et Rose pour aussi l'organisation et le support technique, et puis à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Le hub est filmé, donc vous pourrez partager le lien du replay à toutes celles et ceux qui seront jaloux ou déçus de ce que vous leur raconterez du hub et qui se diront mince, si seulement j'avais été là, j'aurais adoré y participer. Donc voilà, vous pourrez partager le lien et les présentations. Et puis nous, on va continuer autour d'un verre, puisque c'est la chance qu'on a en étant aussi sur place à Nantes, et donc en faisant honneur aussi à ce fameux effet cocktail et à cette référence que les plus anciens auront peut-être reconnue à travers la filmographie des années 80. Merci beaucoup. On n'avait pas dit la musique? La musique? Alors, la musique, ça sera ici, Christelle. Ah, dommage. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.